de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Bienvenue à notre podcast où nous allons remonter le temps jusqu'en 1423 pour explorer un événement marquant de l'histoire de Marseille, le sac de la ville par les Aragonais. Cet épisode tragique, bien que relativement méconnu, a eu des conséquences profondes sur Marseille, dont certaines résonnent encore aujourd'hui. Pour comprendre cet événement, il faut se plonger dans le contexte géopolitique de l'époque. La couronne de Naples était au cœur d'un conflit entre la maison d'Anjou-Provence et la maison d'Aragon. Louis III, comte d'Anjou et de Provence, avait été adopté par la reine de Naples Jeanne II, qui n'avait pas de successeur direct. Alphonse V, revendiquant également la couronne de Naples, s'est battu contre Louis III, qui a obtenu un succès éphémère en l'obligeant à retourner en Aragon. Sur le chemin du retour, pour se venger des alliés de Louis III, il a attaqué Marseille et pendant 3 jours, l'a pillé et incendié. Jeanne II, reine de Naples sans héritier direct, avait d'abord choisi Alphonse V d'Aragon, roi de Sicile, comme successeur. Le roi de Naples, Ladislas, le vainqueur de Louis II d'Anjou, meurt à Naples le 6 août 1414. N'ayant pas d'enfant, il a pour successeur sa sœur Jeanne II, âgée d'environ 45 ans et veuve du duc Guillaume d'Autriche. Elle est reconnue comme reine de Naples par le pape Martin V, élu au concile de Constance, qui met fin au grand schisme d'Occident. Elle est couronnée reine de Naples le 28 octobre 1419 par Morosini, légat du pape. Mais Jeanne II et Martin V ne sont pas en bon rapport, et le pape change d'avis. Il transfère alors la couronne à Louis III d'Anjou, fils de Louis II. Grâce au concours des galères génoises et marseillaises, Louis III part pour l'Italie du Sud et arrive devant Naples le 15 août 1420. Jeanne II appelle alors à son secours Alphonse V d'Aragon, qui arrive avec ses propres galères devant Naples assiégée par Louis III et libère la ville. Mais l'entente ne dure pas entre Jeanne II et Alphonse V, car ce dernier ne veut pas se contenter de sa situation d'héritier du trône, mais veut prendre le pouvoir. Jeanne II change à nouveau d'alliance et adopte à son tour Louis III en renouvelant le 21 juin 1423, au profit de ce dernier, la donation du royaume que la reine Jeanne Ier de Naples avait autrefois signée en faveur de Louis I. Cet acte faisait du roi d'Aragon l'ennemi implacable de la maison d'Anjou. Furieux, Alphonse V, qui revendiquait également la couronne de Naples, décida de se venger en attaquant Marseille sur le chemin du retour, car Marseille était l'allié de Louis III et un lieu stratégique dans le dispositif de Louis III devenu son ennemi. Cette intervention fut une des tragédies la plus grave que la vieille cité ait subie de toute son histoire. Marseille à cette époque était une ville prospère, mais vulnérable. En 1423, Marseille était extrêmement vulnérable. Il y avait certes des remparts, mais de terre comme de mer, l'ennemi pouvait la menacer. À l'entrée du port, la tour du roi René n'existait pas encore. Elle ne sera érigée qu'en 1447. À son emplacement, la vieille tour Maubert, tombant en ruine, faisait office de sentinelle. Tous les soirs, entre la Tourette et Saint-Nicolas, un gardien déployait une longue chaîne pour fermer l'entrée de la cité qui, à cette époque-là, se concentrait dans un petit périmètre. La ville médiévale est située entièrement sur la rive nord du Vieux-Port. Elle se concentre autour des buttes de Saint-Laurent, des Moulins et des Carmes. Les remparts commençaient à peu près au bas de l'actuelle Canebière, suivaient le cours Belzunce, atteignaient le rivage au niveau de la cathédrale de la Major, puis rejoignaient la tour Maubert, actuellement tour du Roi René, à l'intérieur du fort Saint-Jean. Au fond du port, mais à l'extérieur des remparts, se trouvait à l'emplacement de l'actuel quai des Bèges le plan Formiguier, réservé à la construction navale. La rive sud de la ville n'était pas protégée par des remparts. Toute la rive méridionale du Vieux-Port appartenait à l'abbaye de Saint-Victor et n'était pas urbanisée. Ces remparts n'offraient qu'une protection limitée, et sa flotte était engagée dans les opérations napolitaines aux côtés de Louis III. Le gouvernement municipal de Marseille n'ignorait pas la menace qui pesait sur la ville avec le passage le long des côtes de Provence de la flotte ennemie. Cette flotte se composait de 18 galères et 12 navires et avait été repérée d'abord à Nice puis à Toulon. Étant donné que les habitants de Marseille avaient été avertis, à partir du mois d'octobre, le trésor de l'abbaye de Saint-Victor ainsi que les reliques de Saint-Louis d'Anjou, conservées dans le couvent des frères mineurs, avaient été mises à l'abri à l'intérieur des remparts. Saint-Louis d'Anjou, à qui l'on doit le nom d'une partie du cours de Marseille, une fois scindé en deux, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur le cours de Marseille. Le système de défense du port reposait principalement sur une lourde chaîne tendue entre la tour Maubert, future tour du roi René, et la chapelle Saint-Nicolas.
Le système de défense du port, tel que l'on peut le reconstituer à partir de documents d'archives, était tout entier concentré au niveau de la passe. L'entrée du port large d'une centaine de mètres se composait de 2 parties bien distinctes et avait bien évolué au cours de ces dernières années. La partie sud, sur environ 70 mètres, était obstruée par des rochers plus ou moins affleurants, interdisant le passage des navires. Seule la partie nord, sur une largeur de 30 mètres environ, constituait la passe navigable. C'est la construction de la tour Maubert et d'une tour en bois de 7 mètres sur 7 mètres à 30 mètres de celle-ci. La chapelle Saint-Nicolas, dépendante de Saint-Victor, existe déjà. En 1322, le sénéchal de Provence fait construire une palissade en bois de la chapelle Saint-Nicolas jusqu'au bord du rivage. En 1323, une tour est ajoutée au flanc de la chapelle Saint-Nicolas afin d'y poster des gardes veillant sur l'entrée du port. En 1374, une seconde tour de bois de la même taille est ajoutée. La palissade est prolongée jusqu'à celle-ci. En 1381, une troisième tour en bois de la même taille que les deux autres est accolée à la palissade. 2 pannes, sortes de coffres en bois, sont construites afin de maintenir la chaîne à flot. On peut voir de nos jours l'un des crochets où le cadennier fixait la chaîne le soir. Les bateaux arrivant dans la nuit allaient attendre l'ouverture du port à l'anse de la réserve. En 1423, le 20 novembre, les 226 anneaux de la chaîne risquent de ne pas suffire. On installe la nef de Forbin en travers de l'entrée afin de boucher l'entrée du port. Le 18 novembre 1423, les surveillants des postes de quai de l'île de Rioux, de Marseille-Vert et de la Garde signalent l'arrivée de la flotte aragonaise au large de la ville. 18 galères et 12 vaisseaux désignés par les Marseillais par chiens de Catalans, la flotte aragonaise s'installe au Frioul. Le 20 novembre, la nuit tombée, un premier contingent de soldats débarque dans une anse située à l'ouest de Saint-Victor, probablement le port Saint-Lambert, actuellement, l'anse de Catalan, qui ne prendra cette domination qu'au XVIIIe siècle et pour une autre raison, car c'est dans cette crique que des pêcheurs catalans s'installèrent après la peste de 1720. Les Aragonais prennent possession de l'abbaye de Saint-Victor et de la chapelle Saint-Nicolas. Lors du procès de Pierre Barreria, aubergiste, celui-ci déclara que les gardes de Saint-Victor et Saint-Nicolas ont rendu les armes beaucoup trop vite. Des Catalans parvinrent sur la rue de sud du port et réussirent à se saisir d'embarcations, ce qui facilita l'ouverture ou la rupture de la chaîne et l'accès de la flotte au port de Marseille. Les quartiers de la ville basse surtout furent touchés. Le quartier du Change, autour de l'hôtel de ville actuel, les Accoules, l'hôpital Saint-Esprit, la Jouiverie. Mieux protégés, les quartiers Saint-Jean, celui de l'évêché et de la prévôté furent plus épargnés. La ville basse fut pillée et incendiée. Il semble que les habitants de Marseille, tout comme les moines de Saint-Victor, d'ailleurs, aient très vite pris la fuite. Une partie de la population s'enfuit vers la vallée de l'Uvonne. Malgré une résistance farouche des défenseurs de la tour Maubert, qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle tour du Roi-René, dans le fort Saint-Jean, la lourde chaîne qui barre l'entrée du port est brisée et les galères catalanes pénètrent dans le port. La nef de Bertrand Forbin, qui avait été placée devant la chaîne pour interdire l'entrée du port, est coulée par 4 galères catalanes. La nuit tombée, ils emportent à leur bord la lourde chaîne. Les habitants se sont défendus maison par maison, mais les Catalans ont mis le feu. Les maisons, largement construites en bois, ont été encore plus ravagées car les flammes étaient attisées par un vent violent. L'incendie et le pillage ont duré 3 jours. Les Aragonais s'emparèrent des reliques de Saint-Louis d'Anjou, évêque de Toulouse mort à Brignoles en 1297 et de la chaîne du port comme butin de guerre. Les Aragonais dévastent le couvent des frères mineurs pour s'emparer de la chasse et des reliques de Saint-Louis d'Anjou. Malgré les précautions prises pour mettre ces reliques en lieu sûr, elles sont découvertes grâce à une indication obtenue par les pillards. Le sac de Marseille fut une catastrophe pour la ville. La population s'enfuit hors de la ville dès le 20 novembre, principalement vers la vallée de l'Uvonne. Le 24 novembre 1423, la flotte aragonaise se retire à l'île de Pomègue. Elle ne repart qu'au début du mois de décembre. On pense que des populations locales achevèrent le pillage. L'ordre fut formellement rétabli en ville le 12 décembre 1423. Des quartiers entiers furent détruits, la population s'était enfuie et l'économie était ruinée. Dans une bulle du 8 novembre 1427, le pape Martin V parlera de 4000 maisons détruites, un chiffre manifestement exagéré, mais les destructions furent très importantes. Mais les problèmes de la ville n'étaient pas encore terminés, car après le retrait des soldats aragonais, les criminels de la ville ont continué le pillage. Le viguier d'Aix-en-Provence, Louis de Boulier, vicomte de Reillanne, arriva plus tard et mit fin au pillage. La ville contracte un important emprunt auprès des banques pontificales d'Avignon en mettant en gage la chasse de Saint-Lazare qui avait été épargnée.
La perte des reliques de Saint-Louis d'Anjou toucha vivement la population, profondément attachée au souvenir de ce saint, surtout depuis le transfert de ses restes, en présence de son frère, le roi Robert le Sage, dans le couvent des frères mineurs. En vue de récupérer ces reliques, la ville entreprend de 1424 à 1431 de nombreuses démarches auprès d'Alphonse V, du cardinal Pierre de Foix, légat de Martin V, auprès d'Alphonse V et de Charles VII, roi de France. Toutes ces démarches sont vaines. Ces reliques seront en partie restituées, de vertèbres, le 24 juin 1956 et seront vénérées dans l'église Saint-Ferréol et les Augustins. Malheureusement, elles auront été dérobées. La reconstruction de Marseille fut lente et difficile. La reine Yolande dut contraindre les habitants à revenir sous peine de confiscation de leurs biens. Devant cette réticence, le 24 mai 1426, la reine Yolande, mère de Louis III, donne l'ordre aux habitants qui avaient fui au moment de l'invasion de regagner leur maison pour les reconstructions nécessaires sous peine de confiscation de leurs biens. Le roi de France, Charles VII, autorise le transport en franchise de taxes des bois de Dauphiné afin de reconstruire les charpentes des maisons détruites. Également, on met en place un cens immobilier annulé ou réduit, remboursement de dettes et paiement des intérêts suspendus. La ville renforça ses défenses, notamment en reconstruisant la tour du roi René à la place de la tour Maubert. La tour du roi René dans le fort Saint-Jean, construite en 1447 à la place de la tour Maubert par l'ingénieur génois Giovanni Pardo. La ville s'occupe à priorité de la défense de la cité en achetant de nouvelles armes et des pièces d'artillerie. Pour cela, elle contracte un important emprunt auprès des banquiers avignonnais. Pour assurer la sécurité de l'entrée du port, un navire est affecté à la garde de la passe, puis en 1425, une chaîne est réinstallée dans la passe. La réfection de la tour Maubert étant trop onéreuse, le pivot défensif de la passe est transféré en face au niveau de la chapelle Saint-Nicolas. Ce n'est que plus tard, sous le règne de René d'Anjou, qui a succédé à son frère Louis III en 1434, que la tour sera reconstruite de 1447 à 1452 et incorporée au fort Saint-Jean. La ville de Marseille équipe à ses frais des vaisseaux spécialement affectés à la guerre de course contre les navires catalans. L'audace des capitaines est grande. Breton n'hésite pas à s'introduire dans le port d'Aigues-Mortes, qui fait alors partie du Royaume de France, pour capturer une nef de coulure, au risque de provoquer une crise diplomatique entre la France et la Provence. Cependant, Marseille confirme son attachement viscéral à la libre circulation entre la ville et le port. En effet, le nouveau viguier Astorge de Père doit renoncer à transformer en rempart la première ligne de maisons longeant le quai au nord du Vieux-Port en 1431. Pour remédier aux graves dommages causés au commerce aragonais, les Catalans organisent une expédition de représailles en débarquant à l'embouchure du Rhône et en assiégeant Marseille. Mais le gouvernement du comté est sur ses gardes et repousse l'ennemi. Une trêve est enfin conclue le 5 juin 1451. Une paix précaire s'installe, un des signes de ce retour à la paix et à la création d'une juridiction fameuse, celle des prud'hommes pêcheurs de Marseille. Le commerce reprend peu à peu. La chaîne du port, toujours exposée à la cathédrale de Valence en Espagne, reste un symbole tangible du sac de Marseille. Cet épisode tragique a laissé des traces jusqu'à de nos jours, puisque les Marseillais réclament toujours la restitution de la chaîne qui fermait leur port, encore exposée aujourd'hui dans la salle capitulaire de la cathédrale Sainte-Marie de Valence en Espagne. Le sac de Marseille par les Aragonais en 1423 fut un épisode traumatisant qui a profondément marqué l'histoire de la ville. Bien que Marseille se soit relevée de cette catastrophe, la chaîne du port, toujours en Espagne, rappelle la violence de cet événement et les conséquences durables du conflit du passé. Ce podcast vous a présenté un aperçu du sac de Marseille par les Aragonais. Nous espérons que cela vous a permis de mieux comprendre cet événement et son impact sur la ville.